Le 23 janvier 1959, un groupe de 10 personnes est parti pour un voyage de ski dans les montagnes de l'Oural, sur le territoire de l'Union soviétique. Ce groupe de personnes se compose de 8 hommes et 2 femmes qui sont étudiants de l'Université Polytechnique de l'Oural. Ce voyage vise à augmenter le classement de l'ensemble du groupe au 3e rang dans l'échelle d'évaluation de l'escalade. Le groupe a choisi le tronçon de 10 km qui était considéré comme le plus difficile du parcours d'alpinisme, au moment de ce voyage. Mais ce n'était pas une préoccupation pour le groupe de ski, car tous les membres étaient expérimentés dans les longues randonnées à ski et les expéditions en montagne. Tout ce qui s'est passé après cela a été un mystère pendant plus de 60 ans sans résolution. Voyage fatidique. Pour atteindre le point de départ, ils devaient utiliser divers véhicules dont des camions et des calèches. Le 27 janvier, ils ont commencé leur randonnée vers le mont Torten depuis Visay. Le lendemain, Yuri Yudin, un membre du groupe, a dû arrêter le voyage et revenir en raison de sa mauvaise santé due à des rhumatismes et à une maladie cardiaque congénitale. À cette époque, Yuri ne savait pas que l'arrêt de ce voyage était la décision qui lui avait sauvé la vie. À cause des choses mystérieuses qui se sont produites après cela avec l'équipe d'alpinistes. En ce moment, il y a aussi des photos qui ont enregistré la dernière fois que Yuri a vu 9 de ses amis. Après s'être séparé de Yuri, le groupe a poursuivi son voyage comme prévu. Ils ont soigneusement enregistré ce voyage dans leurs journaux, avec des images prises avec l'appareil photo à main. En raison des conditions météorologiques inhabituelles et extrêmes fin janvier lorsque l'hiver n'est pas terminé, les grimpeurs s'étaient égarés vers l'ouest, puis remontaient près du sommet du mont Kolasuakl. Signifie aussi montagne morte. Après s'être rendu compte de l'erreur, le chef d'équipe Igor Dyatlov a décidé de s'arrêter à cette position pour installer le camp car les membres étaient tous épuisés. Ces images ont été capturées par la caméra, montrant de la glace et de la neige dense à leur dernière escale. Les dernières lignes du carnet de voyage du groupe ont été notées. Fatigués et épuisés, nous avons commencé à préparer le dîner. Il ne reste plus beaucoup de bois de chauffage. Difficile d'imaginer ce confort, sur les pentes des montagnes accompagnées par le vent hurlant, alors que l'on était à des centaines de kilomètres de la civilisation humaine la plus proche. Lorsque la date de retour prévue du groupe est passée et qu'aucune information n'a été envoyée, les familles des membres du groupe sont devenues anxieuses et ont demandé à être secourues. Le 20 février 1959, la première recherche a été lancée par un groupe de volontaires de l'Université Polytechnique de l'Oural. La recherche n'a trouvé aucun résultat jusqu'à une semaine plus tard, le 26 février 1959. Mystérieux accident. Les enquêteurs soviétiques ont trouvé la tente abandonnée et gravement endommagée du groupe disparu sur Kolasuakl. Et le camping les a laissés complètement perplexes. Aucun membre du groupe n'est resté dans la tente. Selon Mikhail Charavin, l'étudiant qui a trouvé la tente était à moitié démolie et recouverte de neige. Il était vide et toutes les affaires et les chaussures du groupe avaient été laissées sur place. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que la tente a été ouverte de l'intérieur. Ils ont en outre trouvé 8 ou 9 séries d'empreintes de pas, laissées par des personnes qui ne portaient que des chaussettes. Une seule chaussure ou même pieds nus pouvait être suivie, menant vers la lisière d'un bois voisin, de l'autre côté du col, 1,5 km au nord-est. Cependant, après 500 mètres, le sentier de l'empreinte était recouvert de neige. À la lisière de la forêt voisine, sous un grand cèdre, les enquêteurs ont découvert une autre scène mystérieuse. Ils ont vu les restes d'un petit feu toujours allumé, ainsi que les 2 premiers corps, ceux de Krivonichenko et Doroshenko, sans chaussures et vêtus uniquement de leurs sous-vêtements. Les branches de l'arbre étaient brisées jusqu'à 5 mètres de haut, suggérant qu'un des skieurs était monté pour chercher quelque chose, peut-être le camp. En quelques minutes, entre le cèdre et le camp, les enquêteurs ont trouvé 3 autres cadavres, Dyatlov, Kolmogorova et Slobodin, qui semblaient être morts dans des poses suggérant qu'ils tentaient de retourner à la tente. Ils ont été trouvés séparément à des distances de 300, 480 et 630 mètres de l'arbre respectivement. La recherche des 4 voyageurs restants a pris plus de 2 mois. Ils ont finalement été retrouvés le 4 mai sous 4 mètres de neige dans un ravin 75 mètres plus loin dans les bois de ce cèdre où d'autres avaient déjà été trouvés. Ces 4-là étaient mieux habillés que les autres, et il y avait des signes indiquant que ceux qui étaient morts les premiers avaient apparemment abandonné leurs vêtements aux autres.
Zolotaryov portait le manteau et le chapeau en fausse fourrure de Dubinina, tandis que le pied de Dubinina était enveloppé dans un morceau de pantalon en laine de Krivonichenko. 3 sur 4 de ces personnes sont décédées de blessures très graves sur le corps. Une personne avait le crâne fêlé et les 2 autres ont subi de graves blessures à la poitrine entraînant une hémorragie interne. Ces blessures sont considérées comme aussi graves que celles des accidents de la circulation. Notamment, les corps ne présentaient aucune plaie externe liée aux fractures osseuses, comme s'ils avaient été soumis à un niveau de pression élevé. Cependant, sur le corps de l'une de ces 3 personnes il manquait une langue pour des raisons inconnues. Mais ce n'est pas encore la chose la plus étrange qui soit arrivée à ce qui est trouvé. Car après l'examen, les experts ont également trouvé une grande quantité de radiation collée sur les vêtements de ces victimes. Alors, qu'est-ce qui a poussé 9 personnes de cette équipe d'alpinistes à soudainement décider de quitter leur camp sûr, dans le froid mortel au sommet de la montagne, puis à mourir? Et d'où viennent les blessures sur leur corps et les quantités anormalement élevées de radiation sur les vêtements des victimes? Le mystère est expliqué étape par étape. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer ce mystère. 1. Y compris l'implication des extraterrestres, de nombreux autres groupes d'escalade ont vu la boule lumineuse orange apparaître dans la région. 2. L'attaque du bonhomme de neige, les indigènes croient qu'il y a dans les montagnes une espèce mi-humaine mi-bête qui habite. Ils sont très violents et attaqueront quiconque osera envahir leur territoire. 3. Essai d'armes, le gouvernement soviétique a testé des armes secrètes dans les montagnes. L'explosion a effrayé les alpinistes et a laissé leur tente pour la nuit. Et l'hypothèse considérée comme la plus proche de la vérité a été déduite comme suit, pour donner une image plus complète de ce tragique accident. Les premières sont les traces de radiation laissées sur les vêtements des victimes. Bien qu'il ait été confirmé que de nombreux vêtements ont été exposés à des radiations, seuls 3 de ces fragments de vêtements présentaient des niveaux de rayonnement anormalement élevés. Les 2 premières pièces appartiennent au premier cadavre, dont un pantalon à 5000 CPM. Même courroie avec 5600 CPM. L'autre pièce est le pelage du 4e cadavre, mesurant jusqu'à 9900 CPM. Après avoir identifié les victimes, l'équipe d'enquête a estimé que la ceinture et le pantalon appartenaient à Alexander Kolevatov. Et la veste était celle de Yuri Krivonichenko. Les commentaires sur ces traces de rayonnement sont consignés dans le rapport comme suit. Les fragments de vêtements d'exposition peuvent être causés par des particules de poussière radioactive tombant de l'atmosphère ou par l'exposition à d'autres matières auparavant radioactives. Selon les rapports, la simple explication de la cause de cet incident est très probablement due au travail de Kolevatov et Krivonichenko. Parce que Kolevatov lui-même était un excellent étudiant en physique des particules. A travaillé auparavant dans une installation de recherche en technologie nucléaire. Pendant ce temps, Krivonichenko a été impliqué dans un projet de nettoyage des fuites nucléaires il n'y a pas longtemps. Cela peut complètement expliquer la quantité de radiation apparaissant sur les vêtements des 2 victimes. Il est tout à fait possible que ces substances radioactives se soient propagées aux vêtements du reste de l'équipe d'escalade. Des parties du corps de la victime avaient disparu après avoir été découvertes. Le cadavre de Dubinina est déterminé à avoir perdu une langue et une partie de son visage. Une particularité est qu'il y a un sang résiduel dans l'estomac de la victime. En raison de ces détails, de nombreuses théories sur une attaque barbare sont proposées. Mais en fait, il y a aussi une explication tout à fait simple qui est: le corps de Dubinina a été affecté par des facteurs environnementaux. Lorsqu'il a été retrouvé, le corps de la victime gisait face contre terre dans un glacier. Et parce que le débit d'eau et la température sont très bas, il est possible que le débit d'eau affecte le corps de la victime et endommage les parties de la tête. La quantité de sang dans le corps de Dubinina peut également s'expliquer par les blessures graves constatées sur la victime, qui ont provoqué une hémorragie interne. Alors que s'est-il passé à la fin? La régularité des traces de pas dans la neige montrait que le groupe avait quitté le camp d'une manière calme et organisée, sans paniquer pour une quelconque raison. Ce qui a gardé ce groupe de personnes hors de sécurité dans la tente. Et sortir dans le froid mortel au sommet de la montagne? Tout peut s'expliquer ainsi. Le 31 janvier 1959, l'équipe de ski décide de s'installer dans un secteur de la montagne. Ils n'avaient pas d'autre choix car le groupe ne pouvait plus partir. Car la nuit avait commencé à tomber et les membres étaient tous épuisés. Au cours de la nuit, un grand bruit est apparu, probablement à cause d'une avalanche à proximité.
Cela a conduit au moins 5 membres du groupe à croire qu'une avalanche s'abattait sur eux. Ils ont coupé les tentes et sont sortis en trombe vêtus d'un seul pyjama, puis ont couru de cet endroit dangereux à la lisière de la forêt, qui était aussi l'endroit le plus sûr en cas d'avalanche. Perdus dans le blizzard sombre et lourd au sommet de la montagne. Ces personnes se sont rapidement évanouies à cause d'une chute soudaine de la température corporelle. Elles ont essayé d'allumer un feu et 2 d'entre elles sont mortes d'inconscience dans le froid. Et les autres ont pris une décision désespérée. Ils prenaient les vêtements que portaient leurs 2 amis décédés, les couvraient et risquaient tout pour regagner le camp. Une personne peut marcher 300 mètres, la deuxième personne peut marcher 480 mètres et la troisième personne peut marcher 630 mètres, avant que tout le monde ne s'effondre de froid. Restant au camp, les 4 n'ont pas paniqué et ont fui pendant la nuit. Ils ont mis des vêtements supplémentaires et ont quitté la tente pour chercher leurs 5 amis. Ils ont essayé de chercher pendant des heures. Jusqu'à un certain point, quand une avalanche s'est vraiment produite. Lorsqu'elle a été prise dans la neige dense, une personne a subi un traumatisme crânien, une personne a eu une côte cassée et l'autre a subi de multiples blessures. Ces blessures peuvent être comparées aux victimes d'un accident de la circulation en raison de la férocité des avalanches. Et puis les corps des 4 d'entre eux ont été enterrés sous une épaisse couche de glace et de neige. Quelques mois plus tard, ils ont été retrouvés par une équipe de secours sous une couche de neige de 4 mètres d'épaisseur. La teinte orange des cadavres n'est pas surprenante étant donné les conditions glaciales dans lesquelles ils sont restés assis pendant des semaines. Dire qu'ils ont été partiellement momifiés dans le froid. C'est la théorie la plus raisonnable sur la cause du cas ci-dessus. Faiblesse des théories. Cependant, cette hypothèse a encore ses faiblesses. En fait, il y a un certain nombre de points qui contredisent cette théorie. D'abord, l'équipe de secours n'a trouvé aucune preuve évidente d'une avalanche ou de son dépôt. Ensuite, l'angle moyen de la pente au-dessus du site de la tente, moins de 30 degrés, n'était pas assez raide pour une avalanche. De plus, si une avalanche se produisait, elle se déclenchait au moins 9 heures après la coupe de la pente. Et enfin, les blessures à la poitrine et au crâne observées sur certaines victimes n'étaient pas typiques des victimes d'avalanche. Ils sont souvent morts d'asphyxie, pas de blessures aussi graves. De plus, ce sont des grimpeurs très expérimentés. Ils ne pouvaient pas choisir où une avalanche allait installer un camp. À l'époque, le verdict était que les membres du groupe étaient tous morts à cause d'une force naturelle impérieuse. L'enquête a officiellement pris fin en mai 1959 en raison de l'absence d'un coupable. Les dossiers ont été envoyés à des archives secrètes, et les photocopies de l'affaire ne sont devenues disponibles que dans les années 1990, bien que certaines parties manquaient. Au cours des dernières années, malgré des milliers de tentatives et 60 ans de spéculation sur la mort mystérieuse de 9 randonneurs soviétiques dans les montagnes de l'Oural en Russie en 1959, l'incident du col de Diatlov reste toujours l'un des plus grands mystères non résolus de ce monde. Aujourd'hui, la tragédie du col Diatlov est devenue le sujet de nombreux films et livres ultérieurs, la considérant comme l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Dead Mountain, Mountain of the Dead et Devil's Pass en font partie. Notre vidéo se termine ici. À votre avis, quelle est la cause de ce mystère? S'il vous plaît, laissez vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.